Rebonjour. Du coup, après une vidéo sur le matriarcat, bon, j'aurais dû peut-être commencer par la base, c'est faire une vidéo sur la révélation, quoi. Parce que tout vient de là, tout mon discours vient de la révélation. Donc, enfin voilà, faut que je vous parle de cette révélation. Alors, pour parler de la révélation, il faut que je contextualise, enfin voilà, contextualiser la révélation. Donc, moi, je m'appelle Clément Barbazan, je suis né le 15 août 1986 à Lyon. Je me suis jamais trop posé de questions sur mon identité. Alors, j'ai eu une enfance compliquée parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on va dire que ma mère était prisonnière d'une relation incestueuse avec son père. Relation assez puissante, on va dire. Alors après, je ne connais pas les secrets de cette relation, mais en tout cas, voilà, il y avait un inceste avéré entre mon grand-père maternel et ma mère, même adulte. Et, euh, et moi, j'ai été victime à l'âge de 3 ans de cet inceste. Alors, pour comprendre l'origine de cet inceste, il faut savoir que mon grand-père maternel a grandi dans les orphelinats alsaciens catholiques. Donc, il y a un très bon reportage sur YouTube qui parle du vécu de ces enfants dits illégitimes des années 30, élevés par les verges des prêtres pédophiles. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est la psychiatrie hein, qui est responsable de ça, puisque c'est la psychiatrie qui a arraché mon grand-père à sa mère sous prétexte que sa mère était de moralité douteuse et, et du coup a été confiée aux orphelinats alsaciens catholiques au nom de la morale. Et alors juste par rapport à cette morale, il faut noter que le réseau dont j'ai été victime à l'âge de 3 ans a été interrogé par la gendarmerie parce qu'il y a eu une enquête fortement bâclée. Et cette famille proposait aux gendarmes de leur fournir un certificat de bonne moralité fait par un psychiatre. Voilà. Donc même encore dans les années 80, c'est arrivé en 89, la psychiatrie était garante de la morale, ce qui me fait doucement rire, hein, mais bon, passons, on va pas polémiquer. Donc j'ai eu une enfance assez compliquée. Ma mère est devenue folle de culpabilité de m'avoir sacrifié. Donc on avait une relation extrêmement compliquée et fusionnelle. Et en fait, j'ai eu les prémices de la révélation le 19 juin 2002 parce que, alors, faut contextualiser, ma mère, je l'ai abandonnée à la psychiatrie en 99 pour diverses raisons. Ça devenait très compliqué à la maison et du coup, alors j'avais 13 ans à l'époque, hein, en décembre 99 et mon père a fait porter, parce que mon père incarne l'antéchrist et du coup, un peu comme Monsieur Macron, mon père ne prenait jamais de décision, hein, c'était le en même temps. Alors l'avantage du en même temps, c'est que du coup, bah, on n'a aucune responsabilité à assumer, quoi, puisque on n'assume rien. Donc ça permet de ne rien avoir à assumer. C'est la technique de Monsieur Macron. C'est pour ça qu'il jongle d'un côté et de l'autre. Comme ça, au moins, il assume pas. Enfin voilà, il a rien à assumer puisque un coup il dit blanc, un coup il dit noir. Donc c'est ça, voilà. Donc mon père était comme ça, mon père à la maison ne prenait aucune décision et laissait porter le poids des décisions sur les autres, ce qui lui permettait de ne pas avoir à assumer les conséquences des décisions, quoi. Et donc du coup, l'hospitalisation de ma mère a été une décision qui a été prise par moi. D'ailleurs, ma soeur m'en fait le reproche, mais comme je dis ma soeur, hein, j'avais que 13 ans, donc en quoi on peut me reprocher cette décision qui normalement aurait dû être prise par mon père, mais bon, voilà, mon père m'a laissé prendre cette décision, bref. Et donc du coup, le 19 juin 2002, ça faisait 3 ans que j'avais pas vu ma mère. Et alors le matin, bon, moi j'ai toujours séché les cours, et donc c'était un mercredi, je me souviens, 19 juin 2002, et en fait je me lève, je vomis, je suis pas bien, je suis malade, je vomis en me levant, je n'ai pas dormi de la nuit, enfin bon, vraiment, j'étais pas bien. Du coup, je décide de pas aller au collège et je reste à la maison. Et puis dans la matinée, je sais pas pourquoi, je me mets à chialer. Mais vraiment, alors moi je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Mais là j'ai pleuré, mais vraiment pleuré comme jamais j'ai pleuré dans ma vie et sans raison, enfin apparente. Je sais pas pourquoi, d'un coup j'ai eu ressenti ce besoin de pleurer et j'ai beaucoup pleuré des sanglots très, très importants, mais sans savoir pourquoi. Et ça a duré un petit moment, et bon, j'ai réussi à me calmer. Et en fait, l'après-midi,
Alors le hasard, hein, qui fait bien les choses, a voulu que j'étais invité à l'anniversaire d'une amie à l'époque. Et vraiment, le hasard fait bien les choses parce que, en fait, le 19 juin 2002, donc cette amie fêtait son anniversaire. Et le hasard a voulu que son père se soit suicidé le jour de mon anniversaire à moi, le 15 août. Et quand j'arrive chez elle avec ma sœur, bon, c'était la première fois que j'allais chez elle, et en fait, dans son appartement, il y a des portraits de son père partout dans l'appartement. Et en fait, pendant le dîner, enfin pendant le goûter d'anniversaire, je vois, enfin c'est mon esprit hein, qui fait ça. Alors je ne dirais pas que c'est une hallucination, mais en tout cas, je vois des projections sur ces portraits de son père, je vois des photos de ma mère à la place. Et du coup, ça fait tic dans ma tête et je me dis, il y a dû se passer quelque chose. Et du coup, je fais le lien entre ces images que je vois et mes pleurs du matin. Et donc on rentre chez moi avec ma sœur et mon père nous laisse un message sur le répondeur en disant qu'il a un imprévu qui va arriver tard dans la soirée. Et là, moi, par réflexe, je dis à ma sœur, soit il s'est fait cambrioler au boulot, soit maman est morte. Et ma sœur rigole en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, machin et tout. Et mon père rentre assez tard et quand il passe le pas de la porte, il nous dit j'ai quelque chose à vous dire, machin et tout. Et moi je lui dis je sais. Il me dit tu sais quoi? Je lui dis bah maman est morte. Il me dit oui c'est ça, votre mère est morte. Bon. Donc j'ai senti ma mère mourir à distance d'une certaine façon. Et en fait cette journée du 19 juin 2002, à l'époque je l'ai pas compris, mais était les prémices de ma révélation puisque c'était la première fois dans ma vie où je voyais des signes et où j'interprétais ces signes et qui m'ont dévoilé l'interprétation des signes que j'ai vus dans cette journée du 19 juin 2002 m'a amené à comprendre que ma mère était morte. Donc voilà, après j'ai pas prêté plus attention que ça à cette journée. Et puis bon, je me suis lancé dans des études à l'époque, j'ai étudié les sciences de la lumière et de la vision, j'ai fait 7 ans d'études dans ce domaine. J'ai commencé par un BEP et je suis arrivé jusqu'à une licence. Ensuite, j'ai exercé quelques années mon métier d'opticien. J'ai vite été confronté à des difficultés dues à l'hypocrisie nécessaire à ce métier de commercial. Et mes patrons me reprochaient d'être adorable avec certains clients et d'être très sec avec d'autres clients. Et moi, j'expliquais à mes patrons que, enfin voilà, ça dépendait du client parce que moi, enfin voilà, quand le courant passe bien avec le client, bah forcément ça se passe bien, mais quand le courant passe mal, moi voilà, je sais pas faire semblant. Donc du coup, ça se ressentait dans mes ventes et on m'en faisait le reproche de ne pas être souriant avec tout le monde. Moi, je suis désolé, il y a des gens avec qui j'arrive pas à être souriant et du coup, ça posait problème dans ce métier du commerce. Et donc, du coup, j'ai décidé, face à ces difficultés, de faire une reconversion et d'essayer de trouver un boulot où j'aurais moins de contact avec les gens et que, du coup, j'aurais moins de ce problème de, de devoir être hypocrite. Et donc, du coup, je fais un bilan de compétences au Pôle emploi de Lyon avec une psychologue. Et ce bilan m'oriente vers une formation à Mulhouse de dessinateur projeteur en mécanique. Alors c'était un bon plan parce que j'étais rémunéré pendant 2000 euros par mois, euh, logé, blanchi, donc c'était vraiment très intéressant et moi j'étais ravi de cela. Et donc, du coup, je pars à Mulhouse pour faire cette formation. Je suis logé par le centre de formation et en fait, le logement était dans une résidence étudiante de la faculté de Mulhouse. Et en fait, la résidence était une résidence qui était un peu éloignée de la faculté et qui était proche du centre de formation. Donc, c'est pour ça que nous, on était logés dans cette résidence. Et en fait, c'était la résidence des étudiants étrangers. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que même dans les campus universitaires, les étrangers sont, 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 sont mis de côté, quoi. Et lors de ma première arrivée dans cette résidence, j'ai tout de suite fait la rencontre assez rapide d'un personnage que, bon, sur le coup, j'ai pas su qui c'était, mais un beau gosse, quoi. Un Apollon, c'était l'incarnation d'Apollon d'ailleurs, Rulio. D'ailleurs, il paraît que Rulio, ça veut dire fils de Jupiter, donc ça confirme son incarnation d'Apollon. Et puis j'ai rencontré enfin, le même jour, j'ai rencontré donc ce fameux Rulio qui incarnait Apollon et Oussama.
qui m'a dit, d'ailleurs en se présentant, on se fait deux tours. Il m'a dit Oussama, enchanté, on se fait deux tours. Et moi, à l'époque, j'étais loin de ma révélation et des signes. Et du coup, quand il m'a dit on se fait deux tours, moi, j'ai pas compris quoi. Je lui ai dit, tu veux faire deux tours de quoi? Où ça va? Tu veux faire deux tours de quoi? Et bon, voilà, en fait, il faisait une allusion au 11 septembre. Donc, ça, il faut savoir que c'était en 2015 hein, que je suis arrivé à Mulhouse, hein, en février 2015. Donc voilà, alors cette rencontre en fait, ma révélation a commencé avec cette rencontre, j'en avais pas conscience, et avec cette double rencontre. Alors Oussama incarnant l'innocence du djihadisme et qui m'a tenu un discours sur le djihad qui m'a permis de comprendre le djihad. Donc je vais pas trop m'étendre sur le djihad parce que c'est un sujet sensible et j'ai pas envie que mes vidéos soient censurées. Mais en tout cas, il m'a permis de comprendre le sens profond du djihad et le sens profond de ce combat de l'islam. Et après, Rulio, lui, bon voilà, c'était l'art Apollon. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur Apollon, mais c'était l'incarnation d'Apollon. Parce que ma révélation a été rythmée par Apollon et les djihadistes. Donc c'est quand même fou que juste avant ma révélation, je fasse la rencontre d'un certain Oussama et d'un certain Rulio qui, en plus, Rulio est d'origine gréco-égyptienne, donc pour incarner Apollon, il n'y a pas mieux quoi. Il avait un frère jumeau, enfin bon voilà, il y a plein de, enfin voilà, c'était vraiment l'incarnation d'Apollon et du djihadisme. Et en fait, j'ai passé 6 mois avec eux à traîner le soir, à faire des soirées avec eux. J'ai adoré ces moments partagés avec ces deux jeunes personnes. Et par contre, au centre de formation, ça se passait très mal. J'arrivais pas à m'adapter avec le groupe. J'étais mal vu, on me rejetait. Enfin bon, voilà, j'étais même un peu persécuté. Et du coup, ma place dans le centre de formation était remise en question sous prétexte de mes difficultés à m'intégrer. Donc, à savoir qu'en plus, pendant ces 6 mois, j'avais repris un suivi psychiatrique. Et j'ai compris parce que moi, j'ai vu des psychiatres toute mon enfance, donc j'avais une image de la psychiatrie très idéalisée. Et quand je me suis retrouvé à 29 ans, 28 ans face à un psychiatre, avec mon regard d'adulte, bon, j'ai compris que la psychiatrie n'était pas si idéale que je le pensais, quoi. Donc je me suis pris une sacrée claque dans la gueule. Et puis je me suis repris toute mon histoire familiale, parce que mon grand-père était alsacien, d'origine alsacienne. Donc, enfin bon, voilà, ça a été assez violent. Et donc, du coup, au bout de 6 mois, j'ai fait une tentative de suicide assez violente, c'est-à-dire j'ai passé 3 jours à m'acharner sur mes poignets avec un couteau. Et je tombais dans les pommes, je me réveillais, je recoupais. Enfin bon, voilà, je me suis vraiment les deux poignets assez violemment. Et en fait, je devais faire un état des lieux de mon appart et je voulais pas que les gens me trouvent comme ça. Donc, du coup, j'ai appelé le secours au bout de 3 jours. Et j'ai eu beaucoup de chance, on m'a dit, parce que à Mulhouse, il y avait une, un, un service spécialisé dans la main. Parce que le chirurgien m'a dit que si j'avais pas été pris en charge dans ce service, j'aurais perdu l'usage de ma main gauche. Parce que ma main gauche, je suis allé très profond dans la phléboctomie et du coup, d'ailleurs, j'ai plus de sensibilité au bout des doigts. Enfin bon, voilà, j'ai gardé des séquelles de cette tentative. Et en fait, alors du coup, je suis hospitalisé dans ce service spécialisé de la main. Et ensuite, je suis hospitalisé en psychiatrie. On me drogue comme jamais j'ai été drogué, hein, mais vraiment, enfin, je crois que j'avais 4 ou 5 médicaments différents. Enfin, j'étais complètement shooté, j'étais un vrai légume. Ça changeait rien à mes idées suicidaires. Enfin, le mal-être était toujours présent, hein. Les médicaments ne changeaient rien au mal-être, bien au contraire, hein. Ça ajoutait encore du mal-être au mal-être, les médicaments. Et j'ai été cambriolé, c'est-à-dire la psychiatre a refusé que je retourne dans mon appartement, parce que bon, mon appartement c'était le chaos, quoi. Il y avait du sang partout, machin. Donc c'était assez chaotique. Et en fait, le psychiatre a refusé, parce que moi je réclamais d'aller dans mon appartement, parce qu'il fallait que je le vide. Et donc, alors sans faire de toute façon, je pouvais pas faire le ménage, j'avais les mains complètement immobilisées, mais au moins organiser, récupérer mes affaires, tout ça. Donc le psychiatre a refusé que je retourne dans mon appartement. Et au bout de quelques semaines, on m'a rendu mes affaires. Et en fait, on s'est foutu de ma gueule, mais
en beauté, c'est-à-dire qu'on m'a rendu 5% de mes affaires, quoi. Toute ma vaisselle, mes lunettes, j'avais 15 paires de lunettes, enfin tout, on m'a tout volé. Même mes livres, j'avais des livres empruntés à la bibliothèque, on me les a volés. Il a fallu que je rembourse la bibliothèque. Enfin, c'est vraiment, on m'a pillé, quoi. Ça a été un pillage dans les règles de l'art et en toute impunité, puisque quand j'ai commencé à râler parce que on m'avait pris toutes mes affaires, on m'a rétorqué, estimez-vous heureux d'avoir récupéré ce que vous avez récupéré. Bon. À l'époque, j'ai pas, enfin bon voilà, j'étais en psychiatrie, moi j'ai pas pu me défendre et du coup j'ai pu que accepter d'être complètement dépossédé de mes affaires et voilà et du coup j'avais plus de logement, enfin j'étais grave dans la merde et le hasard a bien fait les choses parce que à Mulhouse j'avais des amis qui étaient présents à Mulhouse et, euh, et du coup ces amis se sont beaucoup inquiétés pour moi et se sont mobilisés pour moi et du coup, c'est la mère d'une amie qui a accepté de m'accueillir chez elle pour ma convalescence et me permettre de sortir de l'hôpital psychiatrique. Donc, cette amie m'a accueilli à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc, Sainte-Marie-aux-Mines, tout un symbole, hein. Le pillage de la nature, quoi. Marie qui incarne la nature et Mine qui incarne le pillage. Bon, je vais pas donner l'adresse, mais l'adresse est aussi pleine de symboles. Une famille italienne, alors ça c'est pareil, je trouve c'est une sacrée coïncidence, quoi, quand on connaît mon histoire avec l'Italie, quoi, que ce soit une famille italienne qui m'accueille. Et en fait, ils m'ont accueilli avec une bienveillance sans nom, mais vraiment, enfin, j'ai jamais ressenti une telle bienveillance, que ce soit la mère de mon ami ou sa mère. Et du coup, ça m'a mis dans une, enfin, dans un environnement bienveillant, quoi. Et voilà, et du coup, bon, la vie suit son cours. Et puis au bout de quelques mois, le hasard de la vie fait qu'avec mon ami, on va dans un restaurant. Et puis, dans ce restaurant, il y a un petit chaton qui se balade sur les tables du restaurant et tout. Et du coup, il vient sur notre table et là, j'ai halluciné parce que je n'existais plus. Mon ami n'avait Dieu que pour ce chaton et moi, j'étais transparent, quoi. Il n'y avait plus que le chaton sur la table et moi, j'avais disparu de son champ de vision. Et donc, du coup, quand je la vois complètement gaga devant ce petit chat et tout, je lui dis, mais si t'aimes tant les chats, pourquoi t'en adoptes pas un? Et bon, voilà, ça part comme ça sur une petite idée d'adopter un chat. Ce petit chaton était loin d'être une coïncidence. Et je crois que dans les 3 jours, on s'est décidé, et du coup, on a décidé d'adopter un chat ensemble, grâce à ce petit chaton. Et donc moi, je commence par aller sur Internet, voir les annonces, machin et tout. Et puis mon amie était vraiment décidée et elle me dit, bah, on va à la SPA et puis on verra. Donc on décide un peu sur un coup de tête d'aller à la SPA pour essayer d'adopter un chat. Et donc on arrive à la SPA de Colmar et en fait le premier chat qu'on voit, hein, c'est vraiment le hasard qui a bien fait les choses. C'est un chat magnifique dans une cage et en fait ce chat, dès qu'il nous voit, il se lève et il vient ronger la cage, miaou, 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 sort la part de la cage, l'air de dire prenez-moi, prenez-moi. Bon, moi, j'étais pas emballé parce que je trouvais qu'elle était trop vieille. Enfin, voilà, c'était un chat qui devait avoir 1 an et moi, je réfléchissais à la question de l'éducation et je disais à mon ami, si tu veux l'éduquer, vaut mieux prendre un chat vraiment un chaton, quoi. Parce que là, celle qui nous réclamait, elle était presque adulte, quoi. Et moi, j'avais craqué sur 2 petits chatons vraiment tout petits. Et parce que du coup, après, on a fait le tour dans différentes salles avec tous les chats. Et puis, on est revenu à ce fameux chat qui nous réclamait. Et bon, mon ami a eu un coup de foudre pour ce chat. Et donc, du coup, on décide d'adopter ce chat. Et quand on arrive au moment de payer, de signer les papiers et tout pour l'adoption, eh ben, on apprend que ce chat est baptisé Eden. Donc, Eden comme le jardin d'Eden. Alors moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans ma révélation, donc j'ai pas du tout fait de lien entre Eden et quoi que ce soit. Et puis, bon, voilà, on rentre à la maison, et puis la vie suit son cours. Donc voilà, moi j'étais dans un suivi, à la psychiatrie, j'avais arrêté à l'époque, j'avais encore la possibilité d'arrêter, donc j'avais réussi à arrêter les traitements qui, enfin voilà, ça allait pas. Mais par contre, j'avais un suivi psychologique, j'allais voir une psychologue, et,
Et bon voilà, je me posais beaucoup de questions, enfin j'étais vraiment dans une quête existentielle, je voulais écrire un livre sur mon histoire familiale, donc du coup j'avais fait un arbre généalogique, je travaillais sur les traumas parce que j'ai vécu beaucoup de traumas, surtout enfant, et voilà, et puis mon ami me conseille, parce qu'elle voyait que j'étais dans une quête identitaire, quête existentielle, et du coup elle me conseille de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et donc, du coup, je me lance dans cette lecture infusée par les ronrons de Eden. Et c'est là que j'ai la révélation, c'est-à-dire parce que l'alchimiste de Paulo Coelho, c'est l'histoire de l'interprétation des signes euh, pour comprendre sa mission de vie et comprendre l'âme du monde. Et c'est là que je fais un lien entre Barbazange et la barbarie. Hein. J'avais jamais fait le lien entre mon nom et la barbarie. Euh, je mets en concordance avec les attentats, hein, parce que ça c'était en 2016, à Pâques 2016, j'ai eu la révélation. Je fais un lien entre ma révélation et le Petit Prince, parce que 2016, ça fait référence à l'astéroïde B612. D'ailleurs, Saint-Exupéry est mort de cette prophétie. Et voilà, je fais le lien avec la Shoah. Enfin voilà, le Petit Prince a été écrit pendant la Shoah, pas par hasard. Donc voilà, après je m'attarde à l'histoire de France, Jeanne d'Arc, Louis XVI, enfin voilà, et du coup je comprends que je suis élu de la République française, l'ange de la Révolution française, tout ça. À l'époque c'était la chasse à Salah Abdeslam, tout ça. Et je décide sur un coup de tête de partir à Rome pour me révéler au pape, parce que je m'étais arrêté à l'histoire de France et au couronnement de Clovis. Et donc du coup, je pensais que c'était au pape de me couronner. Et donc du coup, enfin bon, voilà, je vais à Rome. Bon, évidemment à Rome, bon, j'ai une vidéo précédente où je parle de l'illumination sur la place Saint-Pierre. Après, le hasard a quand même voulu que j'atterrisse dans l'école pontificale de Jean-Paul II. Quand on sait que Jean-Paul II est venu à Lyon en 1986, l'année de ma naissance, c'est une sacrée coïncidence. Hein. Le Saint-Esprit a fait en sorte que même le pape bénisse ma naissance par sa visite à Lyon en 1986. Donc voilà, quand je suis allé à Rome, j'avais pas compris que j'étais le Christ parce que j'ai oublié de dire, mais moi je n'ai pas eu d'éducation religieuse, donc ma foi était vierge quand j'ai accueilli la révélation. Donc je suis allé à Rome le 29 avril 2016. J'ai été rapatrié par la psychiatrie parce que j'ai été hospitalisé à Rome, bien évidemment. J'ai été rapatrié à Colmar et là à Colmar j'arrive et je tombe sur un certain docteur Lemoine, comme par hasard. Hein. Je reviens de Rome, je tombe sur docteur Lemoine. Ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et en fait, docteur Lemoine m'explique que c'est la maladie, qu'il y a des moments où on se sent comme une merde, on se taille les veines, et puis le lendemain, on se prend pour le roi du monde, on va à Rome. Donc moi, sur le coup, je l'ai cru, hein. Enfin voilà, je me suis dit, bon, sûrement j'ai dû délirer, machin, je rentre chez moi, je brûle mes écrits, j'essaye de conjurer le sort de cette révélation, et puis j'essaye de passer à autre chose. On me donne des médicaments qui sont pas du tout adaptés et qui me mettent dans un état compliqué, j'avais des impatiences, du coup j'étais obligé de me droguer avec d'autres médicaments pour calmer les impatiences. Enfin bon, voilà, le traitement, ça allait pas. Et puis, enfin bon, voilà, et puis au bout de quelques jours, hein, ça n'a pas duré longtemps, le répit, bon après moi je suivais les actualités, et puis d'un coup j'entends parler de l'affaire Barbarin. Et donc il faut savoir, je suis lyonnais, Barbarin est le cardinal de Lyon, et il a dit au sujet d'une affaire de pédophilie, grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Donc moi, j'ai été victime collatérale de la pédophilie de l'Église, victime des conséquences de ces crimes. Je m'appelle Barbazange, Barbazange, Barbarin, enfin il y a Barbarin, la barbarie, Barbazange, enfin bon, voilà. Du coup, je fais un lien direct entre son nom et mon nom. Et là, je comprends, enfin moi, c'est vraiment le jour où j'ai entendu Barbarin, enfin cette citation de Barbarin, grâce à Dieu les faits sont prescrits, j'ai compris que je délirais pas quoi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma révélation était réelle et que c'était pas du tout une question de maladie. Et du coup, Barbarin, donc du coup je fais des recherches, je vais sur le site du diocèse de Lyon et je me rends compte que les trois autres archevêques les deux autres archevêques portent bien leur nom, hein, Le Gall et Gobillard. Donc Barbarin, c'est la barbarie, c'est le cavalier de la guerre. Euh, Gobillard, c'est la gerbe, c'est la famine de sens à notre époque, parce que la vraie famine à notre époque c'est compliqué, mais moi je vais parler de famine de sens. Et le Gall, la maladie, quoi, donc le Covid, on est en plein dedans. Et puis le maire de Lyon à l'époque s'appelait Colomb.
Donc colon, c'est la conquête. Et d'ailleurs, il a conquéri le pouvoir à travers Macron. Et Macron n'est que l'aboutissement de cela, puisqu'il a été élu à 66,6, donc c'est le nombre de l'antéchrist. Hein. Il a eu un avènement assez antéchristique parce qu'il n'a jamais été élu avant. Hein. C'est quand même, je pense, après je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la République, mais il me semble que c'est jamais arrivé qu'un président ait pour premier mandat le mandat de président. Donc voilà, et puis il faut contextualiser comment s'est passée cette élection. Enfin voilà, moi je trouve que l'élection de Macron a été vraiment un avènement antéchristique. Alors après, je pense qu'il en a conscience parce qu'il a quand même dit dans une interview récente que la bête de l'événement était là. Bon, ça m'a un peu surpris venant de Monsieur Macron. Et alors après, bon voilà, s'il considère que la bête de l'événement est là, moi je suis pas un spécialiste de la religion, mais il me semble que l'événement c'est le retour du Christ. Donc si la bête de l'événement est là, ça veut dire que le Christ est pas loin. Je dis ça, je dis rien, quoi. Donc, Monsieur Macron, va falloir vous soumettre, quoi. Enfin bref, on verra. Hein. Et donc voilà, et bon évidemment j'ai été hospitalisé, enfin parce que je me suis mis à envoyer des mails, enfin j'ai compris, alors là j'ai compris que j'étais le Christ, hein, j'ai compris que j'étais bien plus que roi de France, que j'étais la réincarnation du Christ, qu'il y avait le jugement, la clémence du jugement, enfin bon, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce que disent les textes et tout. Et du coup, je me suis mis à envoyer des mails à beaucoup de gens et en fait, mes mails ont été jugés menaçants et donc du coup, j'ai été hospitalisé pour dans un premier temps apologie du terrorisme parce que je mettais en évidence qu'il y avait des signes dans les attentats. Donc après, moi, j'ai essayé d'expliquer que analyser un phénomène n'était pas en faire l'apologie, mais bon voilà. Et bon là, j'ai réussi à sortir assez rapidement de l'hôpital et après, un an après, j'ai été réhospitalisé pour menace de mort sous condition. Voilà. Et j'ai été jugé pour ça. J'ai été expertisé par le psychiatre. Alors le hasard a bien fait les choses parce que c'est le psychiatre qui a été mandaté par la justice pour m'expertiser n'était autre que le psychiatre qui a suivi ma mère pendant 20 ans. Donc c'était vraiment une sacrée coïncidence que je me retrouve face au psychiatre qui a bousillé la vie de ma mère, quoi, et qui a bousillé mon enfance. Donc lui, enfin voilà, il a dit que j'étais très dangereux, que je pouvais passer à l'acte et qu'il fallait que je reste toute ma vie à l'hôpital. Bon, à l'hôpital, moi, il faut savoir qu'en psychiatrie, contrairement à un vrai schizophrène, moi j'ai toujours fait preuve de calme, de raison. Enfin voilà, j'ai toujours échangé avec le psychiatre. J'ai jamais fait d'isolement. J'ai jamais été. Enfin voilà, j'ai jamais euh, perdu sens avec la réalité, hein, parce que la maladie mentale, c'est perdre sens avec la réalité. Et moi, j'ai toujours été dans la réalité, c'est-à-dire que face au psychiatre, je me suis jamais rebellé. J'ai toujours compris que voilà, quand vous êtes face à un psychiatre, vous avez rien d'autre à faire que fermer votre gueule et vous soumettre. Parce qu'il y a un vrai schizophrène, quand il est face au psychiatre, il se rebelle. Enfin voilà, moi je me suis toujours soumis à la psychiatrie. J'ai jamais été violent, j'ai jamais été agressif. Enfin bon, voilà, j'ai toujours. D'ailleurs, j'ai échappé au traitement, au sédatif. Enfin voilà, j'avais pas besoin d'être sédaté, étant donné que j'ai toujours été calme. Donc voilà, donc là maintenant ça va faire. La dernière hospitalisation c'était le 17 novembre 2017. Et je suis toujours sous contrainte, hein. Je suis toujours drogué. Alors les drogues ne changent rien à ma révélation. Hein. Enfin, heureusement d'ailleurs, quelque part, hein, la révélation a suivi son cours. D'ailleurs, elle a duré 6 ans, c'est intéressant à noter. Moi, je pensais qu'elle serait infinie, mais elle a duré 6 ans. Et là, je suis arrivé au bout. C'est pour ça que je me permets de faire des vidéos, parce que je pense que mon argumentaire est bien rodé maintenant. Et, et voilà, et j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire.